Non? Mais Non. ben, Magali, Non. qu'est-ce que tu fais là? Ça là, on ne peut pas présenter une princesse comme ça. C'est pas possible. Ah Faut y bon? mettre un peu plus les formes. On peut pas dire princesse, allez viens, présente-toi toute seule. C'est moi qui m'en occupe. C'est bon, tout est sous contrôle. Je OK. te fais confiance? Oui, c'est la fin, ça va bien se passer. Très bien. Bon, moi je pars. Merci. Donc c'est moi qui suis chargée d'essayer de vous raconter l'histoire de cette princesse. Alors comme dans tous les contes de fées, l'histoire commence par « Il était une fois ». Il était une fois, à Karachi, la rencontre improbable d'un prince indien et d'une jeune femme russe, très belle, fille d'un officier de la marine du Tsar et d'une pianiste. Elle-même fut lieutenant dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors ils se rencontrent dans une ambassade, ils tombent éperdument amoureux et c'est un conte de fées. Ils se marièrent et eurent un enfant. C'est déjà pas mal. C'est ainsi que notre princesse est née. Donc on continue l'histoire. Il était une fois une princesse russo-pakistanaise. On pourrait presque pitcher un film pour Hollywood. Il était une fois cette princesse. On pourrait imaginer la Gaumont en association avec Pathé Cinéma présente la merveilleuse histoire de Zarina. Sauf que le conte de fées ne va pas exactement se passer comme prévu. En fait, cette petite fille est la cible de la haine des hommes. Et ce couple mixte, dans ce Pakistan des années 50, attire la pire des violences. Quand je vous dis qu'elle attire la pire des violences, ça va jusqu'à la lapidation de sa mère alors que la petite princesse n'a que 3 ans. Alors sa maman va miraculeusement s'en sortir, mais évidemment ce souvenir va être traumatisant et va être également fondateur dans l'histoire de cette petite fille. Elle écrira ensuite un roman vrai de sa vie, où elle parlera de cet épisode et je me permets de partager ce passage. Lorsque ma mère s'est relevée, la dislocation s'est achevée. La lapidation avait échoué, mais on murmurait que la prochaine serait fatale et que j'en serais la cible. J'étais le fruit du péché, de cet homme musulman qui devait continuer sa mission et de cette femme qu'on avait voulu tuer parce que si blanche, si différente et si chrétienne. J'étais l'impardonnable enfant du premier couple mixte de ce jeune pays. Mixte, ce mot, je l'ai souvent entendu. J'avais alors demandé à Mariam, « Mixte, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle était perplexe et a tenté de m'expliquer. Nous étions devant des parterres fleuris. Elle a désigné une rose très claire, d'un jaune pastel, puis un peu plus loin, une autre fleur de volubis avec sa clochette mauve. « Tu vois ces 2 fleurs ? Elles sont toutes les 2 des fleurs, et pourtant elles poussent chacune sur un arbre très différent. Elles ne sont pas de la même famille des fleurs. Si on les mariait, elles formeraient un couple mixte. Mais on ne peut pas les marier, car elles ne sont pas de la même famille, et elles ne pourraient pas engendrer d'autres fleurs. Ou alors, même si elles venaient à engendrer une 3e fleur, celle-ci serait une anomalie, et elle ne pourrait pas survivre. La nature est ainsi faite. » Elle parlait à voix basse, comme si ma question était honteuse. Alors, je n'ai pas poursuivi pour pas la gêner, mais en moi, mes pensées s'agitaient. Mon père et ma mère étaient un couple mixte. Ils n'étaient pas de la même famille et ils n'avaient pas grandi sur le même arbre, ni sur la même terre, mais ils m'avaient engendré, moi. Et même si j'étais une anomalie, je me sentais bien capable de survivre, sauf si on décidait de me tuer comme on avait tenté de le faire avec ma mère. La nature est-elle ainsi faite? La nature humaine? Alors, on a laissé la petite fille à Karachi, mais sa mère va décider de partir, de sortir la petite du pays pour aller à Tunis. Ce sera leur premier exil. Et puis, la vie va reprendre. Sa mère va rencontrer un homme avec lequel elle va se remarier. Il s'avérera que cet homme est un ancien nazi et va faire subir à notre princesse le pire des outrages. Donc,
à ce stade, quand elle me raconte ces épisodes, et ce ne sont que des épisodes des 3 tomes du roman qu'elle a écrit sur sa vie, une des questions que je lui ai posées, c'est « Zarina, comment on fait? Comment on fait pour s'en sortir? Comment on fait pour dépasser la haine ?» Et elle me répond, elle me dit « Je me suis accrochée à une étoile et je ne l'ai jamais lâchée. » Ok, l'étoile. Nous aussi, on va s'accrocher à cette étoile. C'est quoi cette étoile, Zarina? Elle me dit, mais c'est la création. Regarde, étonne-toi, laisse-toi porter par la beauté du monde. Tout n'est que création et tout n'est que beauté. Pour elle, quand l'homme crée, il sort de sa violence, il sort de sa frustration et il s'éloigne de sa blessure. Pour elle, la création est une voie vers la guérison. D'ailleurs, elle dit que l'art-thérapie, c'est un pléonasme qui ne fait que répéter un concept qui est déjà associé. Et donc, sa vie va être émaillée de création. Elle va être aussi émaillée de rencontres surprenantes. Elle va croiser Adenauer, elle va croiser Orson Welles et aussi Franco. Elle va côtoyer des tas d'artistes, des peintres, des musiciens, des auteurs, des danseurs. Et elle-même va faire de sa vie, évidemment, un outil de création. Aujourd'hui, elle est écrivaine, philosophe, metteur en scène, comédienne. Et elle anime des ateliers dans des pays en guerre. Elle anime des ateliers aussi dans des quartiers difficiles, des zones de conflit. Elle a fait de son métier vraiment la création, mais elle est également engagée dans d'autres combats. Elle est engagée dans le combat pour les droits de l'enfant. Et en 2005, elle a même été nominée pour le prix Nobel de la paix. Alors à ce stade, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je pense qu'on peut laisser tomber Hollywood et contacter directement Netflix. On fera plusieurs épisodes, ce sera plus simple. D'ailleurs, c'est un des nombreux dossiers sur lequel elle travaille, de faire une série sur sa vie. Et elle a un autre grand projet aussi. J'ai oublié de passer les slides, vous avez remarqué, donc regardez vite. Son projet actuel, c'est de construire, c'est une nouvelle casquette, puisqu'elle a une casquette de chef de chantier maître d'œuvre. Elle est en train de construire une cité solidaire d'accueil, où elle projette de recevoir chez elle, donc à Mirabel, en Ardèche, une cité où elle recevrait des artistes, des migrants, mais toute personne qui aura envie de se révéler à travers la création et l'art. Voilà, donc vous comprenez pourquoi c'était extrêmement compliqué de la présenter, tant elle a de multiples casquettes. Et sa vie, c'est vraiment l'antithèse de la synthèse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de résumer sa vie pour introduire son propos, mais le mieux, c'est de l'accueillir. Je vous demande d'accueillir la grande Zarina Khan. Non mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes très en retard, fallait installer. Mais très en retard. Albert, il vous a pas dit que le temps, c'est très relatif? Non, il n'y a pas de... tu viens, quoi, parce que là, il faut y aller. Hein. Elle n'est pas arrivée encore, la princesse. Il faut lui installer son petit poil, là, parce que c'est une mamie. Donc, il ne faut pas qu'elle ait froid. Hein? Il faut qu'elle soit bien installée, parce qu'on m'a dit, elle va vous raconter des histoires. Alors moi, on m'a dit de lui installer tout ce qu'il faut. Voilà le fauteuil. Le poêle, la petite bougie, il faut que ça soit bien pour raconter des histoires. Son petit livre, enfin son gros livre. Ben voilà. Ben écoute, vas-y, hein, tu es toujours un peu en retard toi aussi. Mais comme le temps n'existe pas, merci à toi. Bon, elle est là, la princesse? Pourtant, qu'est-ce qu'on... On planning, on timing, on zoom, on dézoome, on manage, on démanage. Et c'est le chaos. Vous le voyez, c'est le chaos. Bon, vous êtes là. Moi, je suis là. Alors, vous savez, j'écoute en coulisses quand même. Hein. Et la dame, là, elle a dit l'étoile.
Alors, on va faire ça. On va faire ce qu'elle a dit. Allez, on va aller chercher là, vous savez, juste au-dessus du chaos, de votre chaos, là, il y a un filin lumineux. Alors, vous le tirez, voilà, vous le déroulez bien, 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 et puis une fois qu'il est bien déroulé, vous le lancez. Ah, c'est pas toujours du premier coup, hein, mais vous le lancez, vous l'accrochez à l'étoile, et là, on est au rendez-vous. Ben oui. Voilà. Et bon, après, il faut dire que les humains ne s'entendent pas toujours sur le mode d'emploi. Il y a plusieurs interprétations de la notice. Et ça fait un peu de tracas sur la Terre. Mais moi, je dis qu'il faut se défaire. Vous voyez, il faut se défaire. Il faut se défaire des apparences, de ces costumes coutumiers, habituels, dans lesquels on est finalement enfermé, emprisonné, étiqueté, parce qu'on nous prend pour ce qu'on paraît, pas vrai? Alors, il faut changer, il faut du mouvement, parce que sans ça, le filin lumineux, il bouge, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, vous voyez, là, ça s'appelle une métamorphose. Hein? Là, c'est la technicienne. Et là, est-ce que ce n'est pas la princesse? Je suis la princesse conférencière et je suis la technicienne. Je suis la philosophe et je suis la maman. Je suis chef de chantier et je suis écrivain, comme chacun d'entre vous aussi. Ce kaléidoscope infini qui constitue l'humain appelle à émerger, à ce que nous explorions chacune de ces facettes. On tente, on regarde, on essaye, on laisse tomber, jusqu'à devenir qui on est. Mais d'abord, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui peut-être permet de comprendre comment, du chaos, on arrive à la plus grande cohérence et à la joie. Sarajevo, 1er octobre 1993. La guerre dure depuis plus d'1 an. Les enseignes des cafés pendent, arrachées. Les rideaux de fer sont tirés. La cathédrale se profile au bout de la rue où se côtoient la synagogue, la mosquée, une petite église orthodoxe. L'architecture parle ici de cohabitation sereine, de paix entre les religions. J'ai entendu que des bûcherons sont venus couper du bois dans la ville assiégée pour les otages. Les infirmières sont venues panser les blessures. Moi, je viens faire ce que je sais faire, ouvrir un atelier d'écriture et de pratique théâtrale, collecter dans l'abomination la grandeur de l'humain. Mais tout à coup, je me sens décalée de l'écriture, du théâtre, au cœur de combats sanglants, avec des enfants endeuillés. Je marche, je croise un blindé de l'ONU blanc, entité sourde et aveugle, qui fonce dans les rues vides. Sur mon plan, je vois que 2 rues me permettent
de rejoindre la place où j'ai rendez-vous pour l'atelier. L'une est goudronnée, l'autre, sans doute plus ancienne, est pavée. J'hésite, je choisis les pavés, ils sont beaux. Je marche. Soudain, un obus tombe dans la rue voisine, tout près, la rue que je n'ai pas empruntée. Tout tremble et mon corps et les questions affluent, se percutent dans ma tête. Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Pour l'art? Pour l'œuvre à créer? Que suis-je venu chercher? Et qui viendra à ce rendez-vous anachronique pour écrire et jouer une pièce de théâtre? Ai-je perdu tout sens de la réalité? Et mes enfants qui sont restés à Paris? Et quels parents laisseront leurs enfants sortir des abris pour aller rencontrer une inconnue? Je marche, automate au souffle court. La place du rendez-vous se dévoile. Ils sont là, debout, dehors. Ils n'ont pas couru aux abris, de peur de me rater, me diront-ils, de rater le rendez-vous. 14 adolescents, des arbres au bord de la clairière. Ils me voient apparaître sur la place déserte. Ils sont tendus vers moi, ceux-là même qui ne me connaissent pas, ceux-là qui ne savent rien de moi. Un immense sourire envahit leur visage. L'un d'eux crie « Elle est vivante !» Elle, c'est moi. Un moi qui n'a rien à prouver. Un moi qui n'a en cet instant en commun avec eux, avec vous, que le fait d'être en vie. Et il nous est donné de vivre une rencontre improbable. Nous avons 5 jours pour écrire et monter la pièce. Ils n'ont jamais écrit, ils n'ont jamais joué. Ils me dévorent des yeux, ils croient en l'impossible. Et alors, l'impossible s'incline en une grande révérence et s'efface pour laisser la place au possible. Et au 4e soir, je vois naître en répétition générale le dictionnaire de la vie qui fera bientôt tout le tour de la terre. Et j'apprends le même soir la mort de ma mère. Au 5e jour, nous jouons la pièce dans 3 quartiers de la ville assiégée sous les bombardements et le public au risque de sa vie est au rendez-vous. L'avenir est debout. Cet instant suspendu où l'œuvre nous a reliés dans le rire et les larmes, c'est avec vous ce soir que je veux le vivre. Alors, je vous prie, comme je l'ai fait avec ces adolescents, je vous prie de prendre dans le sac qui vous a été remis une feuille blanche, un crayon, un stylo, ou bien l'application que vous avez téléchargée en début d'après-midi. Et ainsi, de poser quelques mots de votre vie. Une peine, une toute petite peine
ou une grande peine, une douleur peut-être enfouie, un chagrin d'enfant, une peine à partager avec nous ce soir, mais aussi avec tous les disparus, avec ceux qui sont tout autour de la terre, parce que partager la peine est tellement plus légère. N'ayez aucune crainte, vos mots demeureront anonymes. Écrivez en toute liberté une émotion, un souvenir qui ici ce soir ressurgit, le nom d'un disparu. Écrivez. Ceux qui écrivent sur du papier, quelques-uns vont passer parmi vous et m'apporter les feuilles, l'écorce de ces arbres devenus papier pour poser ces mots qui vont nous relier, qui vont s'accrocher au filin lumineux. Je vais à présent donner aussi ma voix à vos mots pour qu'ils volent de l'un à l'autre comme des oiseaux. Je ne pourrai pas tout lire, car ici encore, contrairement à l'étoile, le temps nous est compté. Mais tous les mots, je les rassemblerai dans un recueil que vous pourrez retrouver. Mon souvenir le plus marquant, le décès de mon parrain, mon inquiétude, la santé de papa, le lilas, une envie profonde de libération, la perte de mon aimé, la naissance de ma fille, la naissance de mon premier fils, l'accident. Mon grand-père, tu me manques. Mon père, tu me manques. Je te veux dans ma vie. Un mariage raté. L'accident de voiture avec des tonneaux, alors qu'à bord, il y avait tous mes enfants. Toi, mon amour, ma petite maman, partie trop tôt. La perte de ma maman à l'âge de 2 mois. Maman, le conflit avec ma famille et mes parents. Les naissances de mes 2 filles. Le jour où je me suis aimée. La naissance de ma fille, Marie-Louise. Le jour où j'ai saisi le sens profond de la liberté. Les liens. Adrien dans mes bras à sa naissance. Ce que vous venez d'entendre,
c'est l'humain vrai, sincère, dépouillé de ses habits de fête, de ses habits de préjugés, de certitudes qui nous séparent. C'est l'enchantement. In cantare, c'est la racine latine de l'enchantement. In, au-dedans. Cantare, chanter. C'est ce chant du dedans qui embellit nos vies, qui nous permet d'être trait d'union entre la terre et le ciel pour accueillir l'ordre du cosmos et réenchanter notre chaos. Vous êtes les auteurs, les acteurs, les metteurs en scène de votre vie. Tous les jours, vous écrivez votre histoire qui s'inscrit dans la grande histoire de l'humanité pour se poser dans l'écrin de l'œuvre la plus belle qui soit, l'œuvre de vie. À présent, levez-vous. Levez-vous. Sentez la terre sous